Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons confronter l'artiste Giorgio De Chirico et le jeu vidéo Ico. Giorgio De Chirico est un peintre surréaliste italien. Ses paysages sont oniriques et étranges. Ils font de lui des artistes au final les plus influents du XXe siècle. Il décrit souvent des espaces architecturaux, imaginaires, peuplés uniquement par une sélection inhabituelle d'objets. De Chirico aborde justement cette ambiguïté et ce mystère, avec une phrase célèbre « Que devrais-je aimer si ce n'est le mystère ?» Et nous mettons donc son œuvre en relation avec le jeu vidéo action-aventure Ico, sorti lui sur PlayStation 2 en 2001. On y incarne Ico, un jeune garçon injustement enfermé par ses pairs parce qu'il porte des cornes sur la tête. Ico doit s'échapper de sa prison. Rapidement, il découvre Yorda, une autre prisonnière capable de l'aider. L'entraide est au cœur de ce jeu et la poésie est-elle omniprésente. Cette relation, c'est pas nous qui la faisons directement. Dans un premier temps, ce sont les développeurs qui la font apparaître directement sur le visuel de la pochette du jeu. Donc c'est un visuel qui nous rappelle très clairement la peinture de Chirico. En effet, De Chirico peint la mélancolie, il a inscrit son propre destin dans des images qui sont saisissantes, d'ombres, de silhouettes, de mannequins paralysés par la nostalgie des origines perdues, une absence du temps, une fatalité, une dissolution crépusculaire de l'homme, avec des places vides, des cheminées, des fragments d'architecture. Et ce sont un peu tous les différents signes apparents de la peinture métaphysique de Giorgio De Chirico, qui fonctionne comme une machine à provoquer le rêve. Et on retrouve tout cela dans le jeu de Ico. Le personnage court sans relâche pour fuir une triste citadelle qui est entourée de brume éternelle, blanche et inerte, close par de gigantesques portes aux vantaux de pierre cerclées de bronze massif. Et nous errons dans un dédale de chambres, de pièces, où se répètent sans jamais se fatiguer les mêmes carreaux de céramique illustrés. Nous sommes perdus, nous arpentons dans la poussière morte au milieu de vieilles machines hydrauliques, de vieux chariots, de vieux sarcophages, des escaliers effondrés et tout aussi immenses et gigantesques. L'espace est entièrement vide de toute vie. On passe d'extérieurs baignés dans l'obscurité à des extérieurs au contraste lumineux éblouissant. D'une main, nous tenons Yarda, et de l'autre, un bâton comme seule arme. Une confiance aveugle se fait jour entre les deux personnages, qui ne communiquent que par de simples sons. Des ombres apparaissent et viennent planter une menace constante sur le personnage que nous souhaitons protéger. Des ombres menaçantes et vivantes dans Ico, menaçantes et statiques dans les peintures de Chirico, comme sur les places publiques métaphysiques. Mais d'abord, voyons qu'est-ce que c'est que cette peinture métaphysique que je répète depuis déjà plusieurs lignes. De Chirico dit d'ailleurs à ce propos que le mot métaphysique n'a rien de ténébreux. C'est une tranquillité et une absurde beauté de la matière qui lui paraît métaphysique. Et les objets qui, grâce à la clarté de la couleur et grâce à l'exactitude des volumes, se trouvent placés aux antipodes de toute confusion et de toute obscurité, qui lui paraissent plus métaphysiques que d'autres objets. J'ai appelé cette peinture métaphysique d'après l'étymologie du mot métaphysique. Métaphysique veut dire au-delà des choses physiques. Parce que je pensais que ce que je exprimais était quelque chose qui allait au-delà de ce qu'on voit, de ce qui est tangible, de ce qui tombe directement sous nos sens. Le mot métaphysique renvoie donc à une notion de fixité et surtout de précision dans la définition des formes et des structures chromatiques. Un souci de réalisme. Une volonté de mise en évidence des éléments figuratifs sont ainsi au principe de cette aventure picturale. Apollinaire donne d'ailleurs dans Les Soirées de Paris un compte-rendu plus enthousiaste de l'œuvre de Chirico. L'art de ce jeune peintre est un art intérieur cérébral qui n'a point de rapport avec celui des peintres qui se sont révélés ces dernières années. Il ne procède ni de Matisse ni de Picasso, il ne vient pas des impressionnistes.
Cette originalité est assez nouvelle pour qu'elle mérite d'être signalée. Les sensations très aiguës et très modernes de Monsieur De Chirico prennent d'ordinaire une forme d'architecture. Ce sont des gares ornées d'une horloge, des tours, des statues, de grandes places désertes. À l'horizon passent des trains de chemin de fer. Voici quelques titres simplifiés pour ces peintures étrangement métaphysiques. L'énigme de l'oracle, la tristesse du départ, l'énigme de l'heure, la solitude et le sifflement de la locomotive. Aux jeunes peintres, la peinture moderne en général, c'est pour ça que je l'ai connu. J'étais même 2-3 fois chez lui parce qu'il recevait un jour de la semaine dans son appartement. Il venait aussi, je me souviens, venait Derain, André Derain, puis venait Max Jacob. Enfin, ces intellectuels, ces écrivains et peintres qu'il y avait alors à Paris. Mais il ne me fit aucun effet vraiment spécial. C'était un monsieur très gras, qui parlait lentement, avec une voix un peu asthmatique. Il était très aimable avec moi, il a même écrit sur ma peinture d'une façon positive, d'une façon... À part ça, je le connais très peu parce que c'était juste à la veille de la Première Guerre mondiale. Lui s'est engagé, il est parti au front. Puis je ne l'ai pas revu parce que j'étais parti en Italie quand il était blessé, ensuite il est mort. Et nous mettons en confrontation avec De Chirico un jeune designer japonais du nom de Fumito Ueda, qui en quelques années seulement s'est hissé, lui, parmi les plus grands noms du jeu vidéo. Il est salué par le public et les professionnels. Sa démarche est résolument différente et a largement participé à définir les contours de ce médium de façon assez décisive. 中においてアーティスティックであるとか、意図的な部分もあるんですけど、アートの種類にもよるし、アートの定義にもよると思うんですけど、どうなんでしょうね。映画はアートなのか、音楽はアートなのかにもよるんですかね。映画がアートだし、音楽もアートなんであれば、ビデオゲームもアートになり得ると思いますね。En traitant notamment de thématiques universelles qui nous touchent, avec seulement justement 3 seules œuvres, Ico, Shadow of Colossus, et The Last Guardian. Toutes trois sont devenues des références incontestables sur leur génération de consoles respectives. La PlayStation 2 pour Ico et Shadow of Colossus et la PlayStation 3 pour The Last Guardian. Et cette nouvelle approche du langage du jeu a su en outre influencer de nombreux concepteurs indépendants qui désormais sont légitimes à se défendre, à défendre leur vision face aux géants de l'industrie. Fumito Ueda et son équipe ont donné vie à ces épopées poétiques qui sont devenues aujourd'hui cultes. Solitude, camaraderie ou encore sacrifice de soi. Autant de valeurs portées par des univers élégants des différents récits. Dans le jeu Ico, le joueur incarne un enfant, du nom de Ico, né avec donc des cornes et condamné à être enfermé dans une tombe scellée dans un château qui paraît vide. Mais Ico, enfant turbulent, arrive à force de panique à faire chuter cette tombe qui se fendit et s'ouvre. Il rencontre au début du jeu Yorda, une femme fragile, exsangue. Elle représente en même temps la victime, mais aussi une clé qui permet de franchir des portes de lumière, afin de sortir de la prison. Ainsi,
Le joueur incarnant Iko doit prendre la main de Yorda pour l'aider à avancer plus rapidement ou lui faire franchir certains passages. Pour cela, il doit appuyer sur la touche R1, ce qui provoque en retour de force grâce aux différents vibreurs, une vibration dans le rythme des battements du cœur de Yorda. Ce tempo interactif va servir d'étayage à une relation entre le joueur et un personnage binaire d'un point de vue informatique, mais avec une charge émotionnelle puissante. Ce personnage non jouable devient alors la source et la motivation principale du jeu. Yorda est une surface projective à travers la relation que l'on entretient avec elle. Iko et Yorda sortent enfin de cette forteresse vide. Yorda est de plus en plus faible et nous fait imaginer que sa mission est terminée au prix de sa vie. On la sent mourante et même la fonction R1 n'est plus aussi efficace. Elle tombe sans cesse. Pour la première fois, Iko sort de sa position calme et crie au joueur qui tient la manette, véritable pouvoir digital: appuie sur R1, bon sang. Aussi bien par la place du corps que par le média utilisé, le jeu vidéo va pouvoir rejouer ce quelque chose d'un autre, invisible, et le retour de force. Le lien entre les personnages, c'est un lien qui est fragile. Des personnages tenus par un fil invisible dans un labyrinthe onirique. Dans l'œuvre de Kiriko, on peut penser à l'œuvre Ariane, qui, selon le mythe grec, était la fille de Minos, roi de Crète et de Pasiphae. Elle donne à Thésée, venu en Crète pour combattre le Minotaure, le fil à l'aide duquel il put sortir du labyrinthe après avoir tué le monstre. Thésée l'enleva, puis l'abandonna dans l'île de Naxos, où Dionysos, dieu de la vigne et du vin, la trouva solitaire et mélancolique et la consola. La période durant laquelle Ariane se retrouva seule à Naxos a très largement inspiré des artistes de l'Antiquité, qui réalisèrent plusieurs statues de la princesse étendues sur un lit de pierre, le genou relevé et la main qui va soutenir la tête endolorie. Un des exemplaires de cette sculpture grecque fut acheté par le pape Léon X en 1521 et entra alors au musée du Vatican de Rome. C'est un symbole de la mélancolie, autant que de l'artiste abandonné par la société. Ariane exprime le tempérament saturnien de l'être artiste seul au monde, devant faire face à l'ombre, à la négation, au non-être, à la mort. De Chirico a écrit dans son poème La volonté de la statue: le soleil s'est arrêté tout en haut au centre du ciel, et la statue, dans un bonheur d'éternité, noie son âme dans la contemplation de son ombre. Telles les ombres que fuit Iko dans le jeu, mais aussi celles projetées par les arcades sur la couverture, dans le jeu, Yorda devient alors une Ariane devant faire face à la mort incarnée par les ombres. Mais, lorsque l'on compare cette couverture à des œuvres plutôt comme La nostalgie de l'infini ou La grande tour de Chirico, ce sont les ombres qui, en s'allongeant, ancrent les figures dans l'espace, donnent une présence paradoxale à leur silhouette dérisoire, prise au piège d'un monde qui nie leur échelle. Mais aussi dans l'incertitude du poète, où De Chirico va plus loin encore, en télescopant les époques, installant un buste antique dans une architecture classique. Au premier plan, un régime de bananes qui représente cet exotisme nouveau dans une société moderne. Et en arrière-plan, un train qui symbolise lui le progrès technologique, qu'il déteste d'ailleurs, qui est marqué par le symbolisme allemand, la mythologie grecque et surtout Nietzsche. Giorgio De Chirico voulait traduire en peinture l'ambiance mystérieuse ressentie à la lecture des récits du philosophe. Il souhaitait dévoiler la vision profonde des choses, aller au-delà des apparences. Et ce que je trouvais dans Nietzsche, c'est une chose que je sentais aussi. C'était l'espèce de mystère de l'automne, surtout du mois d'octobre. Dans certaines villes d'Italie, comme Turin, surtout, où il y a des portiques et des places. Et c'est de là qu'est née cette série de tableaux que j'appelle Place d'Italie. Il y eut aussi une révélation dans les lieux publics, telle la place Santa Croce à Florence, où il perçut quelque chose de l'ordre du métaphysique. Si la Team Ico choisit donc cette couverture pour le jeu de Ico, et pas celle choisie par les Américains, c'est pour que l'on fasse ce lien entre cette ambiance présente dans l'œuvre de l'artiste
et le mystère présent dans le jeu. Ici, les arcades grecques et les moulins à vent immenses se mêlent. Nous sommes hors temps, nous pouvons dire à quelle époque se passe le jeu, et même en y jouant, nous ne sommes sûrs de rien. On découvre chez la Team Ico, ou De Chirico, une œuvre énigmatique, à l'instar de Ces places d'Italie, qui, pour De Chirico, provoque ici une atmosphère post-apocalyptique, sans présence humaine, créée par ces ombres portées de statues équestres. D'ailleurs, en 1938, après avoir rompu avec tous ses anciens amis, Giorgio De Chirico retourne en Italie et se fixe à Rome. En effet, le marché continuant à s'intéresser uniquement à ses œuvres de la période métaphysique, De Chirico, entouré d'aide, se met donc à reproduire ses propres tableaux pour investir les marchés européens et américains de l'art, déclinant à l'infini ses œuvres anciennes, notamment ses Piazza d'Italia, dont il produira plus d'une centaine de copies et variations. Prisonnier dans une boucle de reproduction d'architecture baignée dans la lumière, aux arcades romaines et aux contrastes forts, Giorgio De Chirico s'emprisonne dans sa peinture métaphysique. Après avoir essayé d'en réchapper en passant par le surréalisme, il se retrouve piégé sans fin sur une place italienne. Quoi qu'il en soit, Giorgio De Chirico reste incontestablement comme un des grands peintres du XXe siècle, notamment pour avoir inspiré les surréalistes, mais pas seulement. Des cinéastes comme Michelangelo Antonioni ont également été influencés par ses paysages. Ainsi que Paul Grimaud et Jacques Prévert pour leur merveilleux dessin animé Le Roi et l'Oiseau. Mais aussi certains artistes, comme Philip Guston, ou encore Andy Warhol, qui récupéra certaines de ses œuvres pour en faire des sérigraphies. Et bien sûr, la Team Ico, pour le jeu vidéo Ico. La poésie de l'ambiance et du rapport au monde, la beauté des environnements, ainsi que la force de frappe de Sony, ont concouru à élever ce jeu au statut d'œuvre reconnue par l'ensemble de la critique spécialisée comme généraliste. Une référence encore aujourd'hui. Et la suite spirituelle, Shadow of Colossus, poursuivra dans la même voie, avec un jeu tout aussi métaphysique, symbolique, métaphorique, sur le monde et sur la lutte. Le surréalisme de la lutte, le côté absurde des combats que l'on doit mener au quotidien incarnés par de magnifiques colosses, mi-créatures, mi-architecture. Giorgio De Chirico, lui, reste un artiste fascinant, déroutant, déconcertant. Synthèse unique entre symbolisme et cubisme, passé et présent, antique et moderne. Merci d'avoir suivi cette émission qui mettait en relation Giorgio De Chirico avec le jeu vidéo Ico. Je vous retrouve pour la suite. Restez créatifs. Au revoir.